C'était au temps de la conscription, enfin les dernières années. La conscription, le service militaire obligatoire. D'accord. Donc, à cette époque-là, je pensais déjà sérieusement à supprimer ce truc qui paraissait un peu moyenâgeux. Alors, on essayait de justifier le plus possible la présence des appelés sous les drapeaux. Donc, on leur posait des questions encore plus précises qu'avant par rapport à ce qu'ils faisaient dans le civil pour essayer de les recycler d'une façon cohérente. Donc, un jour, il y avait un type qui était là, la première classe, qui était assis là derrière son bureau, qui notait les gens qui arrivaient. Il demandait à tout le monde ce qu'ils faisaient dans le civil. Donc, il y a un type un jour qui arrive, un spécial, et il dit: alors, vous faites quoi vous dans la vie? Je suis gloutier. Alors, il demande au caporal, je ne sais pas ce que c'est qu'un gloutier. Le caporal demande au caporal-chef, qui ne sait pas du tout ce que c'est qu'un gloutier. Le caporal-chef demande au sergent, qui ne sait pas ce que c'est qu'un gloutier. Le sergent demande au sergent-chef, qui demande à l'adjudant, qui a une idée. On peut demander ce qu'il fabrique, quoi. Donc ça redescend, adjudant, sergent-chef, caporal, première classe, et le début. Et vous faites quoi? Je fabrique des gloutes. Qu'est-ce que c'est qu'une goutte? Donc il demande au caporal ce que c'est qu'une goutte, le caporal ne sait pas. Donc le caporal demande au caporal-chef, qui demande au sergent, qui demande au sergent-chef, qui demande à l'adjudant, qui demande à l'adjudant-chef, qui demande au lieutenant, qui est quand même un officier, il dit: demandez-lui de quoi il a besoin. Le lieutenant, l'adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, sergent, caporal-chef, caporal, première classe. Dites-nous de quoi vous avez besoin. Ah, mais j'ai besoin de beaucoup de choses. Alors là, il a une idée, le première classe. Faites-nous une liste. Alors le type commence à s'asseoir, mais il va me falloir du papier. Il s'assoit, il remplit une première page, aller-retour, verso, avec 4, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Le type sur le papier. Alors il y a des trucs là-dedans incroyables. Il y a des métaux précieux, des bois précieux, des composants électroniques de pointe, à l'époque, parce que c'était quand même dans les années 70, je ne sais plus. Enfin, des trucs, puis alors en quantité industrielle, quoi. Alors un petit peu, ça remonte, caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, capitaine qui voit cette liste, il dit: oh là là, il faut que j'en réfère plus haut. Donc ça monte au commandant, au colonel. Le colonel, quand il voit la liste, il dit: mais il y en a pour eux. Il demande au général qui commande la division. Le général voit ça, il dit: oh là là, ils en réfèrent carrément très haut placé, quoi. Le plus haut. Et le président dit: mais il en va de l'honneur de la France, si on n'est pas capable de fabriquer une goutte, voilà la terre. Vous donnez carte blanche à cet appelé, il reste qu'il veut. Et ça redescend en général. Le type dit: d'accord, il va falloir attendre les livraisons, alors on le met dans un petit bureau, parce que là, ça devient important comme truc, c'est l'honneur de la France qui compte. On le met dans un petit bureau, et il attend. Et là, les signaux que c'est fixé à l'entrée de la caserne. Ça rentre, il y a des monstres des tas de trucs incroyables en métal, en bois, il y en a partout. Finalement, on finit par construire à l'intérieur de la caserne une espèce de hangar immense en colombier. D'abord pour protéger les composants de la pluie, puis ça peut être dangereux. Et puis il ne s'agit pas non plus d'éventer les secrets qui permettent de fabriquer une goutte. L'espionnage industriel peut rentrer en ligne de compte. Alors, ça se construit comme ça, tout doucement, puis on ferme à clé, il y a des mots de passe, des secrets d'État. Et petit à petit, on entend des bruits bizarres là-dedans, des bruits de scie, bizarre. Et de temps en temps, le président téléphone à l'appel, puis il lui fait: alors, ça avance cette loot? Ah bah oui, mais vous comprenez, monsieur le président, je fais ce que je peux, mais c'est quand même un gros truc, quoi. Et si vous voulez, je vais mettre des ingénieurs à votre disposition. Ah bah si vous voulez. Et ainsi de suite. Et ça avance, c'est tout doucement, ça avance. Et puis finalement, un jour, c'est l'appelé qui appelle le président. On lui a donné un téléphone exprès. Il joint directement le président. Monsieur le président, je peux vous dire, je pense pouvoir dire que la goutte va pouvoir être inaugurée d'ici 3 jours. La France. Il y a qui n'en peut plus. Et alors, on prévient tous les médias.
Donc il n'y a pas Internet à l'époque, il y a quand même la télé, la radio, les journaux, ainsi de suite. Et puis alors qu'on a tous les pays du monde. Vous voyez, ça se passe en plein milieu du Pacifique. On va inaugurer la nuit. C'est un jour avec la frangie. À midi pile, on va dire, tout le monde est là. Il y a des porte-avions qui sont là, même les Américains sont là. À l'époque, c'était encore de l'SS. C'était en face de la France, chez la France. Je vais me faire une minuit moins 3, on entend une espèce de ronflement. Vous savez les bananes, une espèce d'énormes hélicoptères là, qui portent des charges énormes. Il y en a 50 qui volent en parallèle, avec un filin à choc banane. Et dessous, il y a quelque chose qui est caché. C'est caché par une espèce d'immense base blanche. Minuit moins 3 secondes, les filins se détachent, la bâche tombe et on voit la goutte. C'est magnifique. C'est même pas dit. D'abord c'est immense, ça couvre une superficie dans l'eau. C'est hallucinant quoi. Puis on n'a jamais vu un truc aussi beau, ça brille au soleil. Et alors la goutte, donc, comme elle a été lâchée par les filins, elle se pose sur l'eau majestueusement comme ça, puis tout doucement. Elle commence à pencher d'un côté et elle s'enfonce doucement dans l'eau en faisant comme ça.